ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Mathieu Toulza. Mathieu, merci de nous rejoindre. On va parler de morpho-anatomie. Mathieu est posturologue, podologue aussi, mais particulièrement intéressé par les problématiques d'entraînement, de préparation physique. On a déjà parlé des préférences motrices. Là, on va parler de quelque chose qui est connecté à ça, mais qui est quand même assez différent. C'est la morpho-anatomie. Tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est? On a plusieurs concepts qui viennent en tête quand on parle de morpho-anatomie, et il y en a qui sont proches, et puis d'autres qui n'ont rien à voir en fait. Donc c'est bien de... La morpho-anatomie, en fait, c'est un dérivé de l'anthropologie physique. Pour faire simple, c'est observer en fait un sportif, un individu, un humain, en essayant de déterminer, grosso modo, des zones fortes et des zones faibles, à la fois sur sa structure fonctionnelle, sur le squelette, avec des segments longs, des segments courts, et aussi sur la morpho-anatomie musculaire, c'est-à-dire les muscles qui tapissent cette structure osseuse vont générer des forces, et des fois la structure osseuse a des zones fortes qui sont nuancées par des muscles qui sont parfois pas forcément propices à mobiliser cette zone. Donc c'est un deal entre la structure musculaire et la structure osseuse, et ça va cohabiter bien sûr avec le sujet dont on avait parlé précédemment sur les préférences motrices. Ouais, bon, ça cohabite avec évidemment plein de choses, ça cohabite aussi avec les screenings fonctionnels qu'on peut imaginer, même si c'est encore différent. Il ne s'agit pas de détecter des faiblesses et des raideurs, mais bien de comprendre la charpente, en fait, la construction, l'ingénierie du corps humain spécifique à un individu qui peut être très très différente d'une personne à l'autre. Clairement. En fait, moi je fais souvent le parallèle pour expliquer aux gens, parce que des fois c'est un petit peu abstrait. Prenons l'exemple d'une voiture en fait. Toutes les voitures ont en général 4 roues, un moteur, avec des sièges et un volant. Jusque-là on est d'accord, mais entre la Formule 1 et la R5, à la fois dans sa motricité c'est différent, dans la manière de la conduire c'est différent, et les forces générées sont complètement différentes. Le squelette humain c'est la même chose. Un genou fait à peu près chez tout le monde de la flexion-extension, mais en revanche, les os qui tapissent ce genou, donc le couple tibia-péroné et le fémur, ont des longueurs qui vont parfois influer sur le fonctionnement de ce genou, et ça se marie dans un ensemble, comme une chaîne en fait, avec différents maillons. Et la morpho-anatomie, c'est mobilisé par des chaînes musculaires en fait. Et selon la longueur des segments osseux et des muscles qui tapissent ces chaînes musculaires, il va y avoir des muscles qui vont être préférentiellement sollicités et d'autres au contraire qui vont être potentiellement fragilisés. Ce sera pareil pour les articulations. Et de là vont découler des préférences motrices, des déséquilibres posturaux et du mouvement, des déséquilibres d'activation des agonistes-antagonistes, des déséquilibres droite-gauche, tout un tas d'adaptations finalement. Ça nuance, oui, tout à fait. Qui vont, en fonction des situations motrices auxquelles on expose nos sportifs, se marquer et s'imprimer dans le temps. D'où la nécessité quand même de comprendre comment est branlé le sportif ou la sportive dont on a la charge. Bien sûr. Une application très très simple pour que tout le monde comprenne bien. Prenez 2 personnes qui font du squat avec 2 tailles de fémur différentes, 2 ouvertures de bassin différentes. C'est évident qu'au fil de leur vie, en fonction des APS qu'ils ont pu pratiquer, ils ont probablement développé des muscles en conséquence de cette morpho-anatomie. Oui, tout à fait. L'exemple du squat, c'est pertinent parce que pour le coup, c'est vraiment un mouvement à la fois, alors avec une charge additionnelle très technique, mais c'est un mouvement qu'on fait tous au quotidien. On s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se lève, ça revient à faire du squat. Alors, toute proportion gardée, mais on fait de la flexion et de l'extension. Et c'est sûr que si on prend l'exemple du fémur, un fémur long, c'est moins propice à la flexion en termes de contraintes musculo-articulaires qu'un fémur court. À poids égal, un fémur qui est long, ce qu'on appelle un bras de levier, c'est la distance qui sépare le point d'application d'une force de l'articulation, va être majoré, donc ça demande plus d'efforts au cerveau et donc aux muscles qui stabilisent l'articulation pour tenir debout. Donc après, évidemment, il y a plein d'autres paramètres qui agissent. On peut avoir un tronc long, un tronc court, un couple tibia-péroné qui s'adapte. Et voilà, tout ça, ça cohabite. Mais oui, dans le squat, le fémur a une véritable signification.
Petit pareil, d'ailleurs, dans les catégories lourdes, souvent, quand on regarde à très haut niveau, en haltéro, ou même des fois dans les strongmen, rares sont les athlètes qui ont des fémurs longs. Alors, ils sont très grands, donc c'est parfois plus perceptible, mais ils sont quand même capables, parce qu'il y a des moyens de compensation, mais souvent, les fémurs font la même taille que le couple tibia-péronnier. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder, parce que pour le coup, ça va les aider. La longueur d'un bras, c'est pareil, si je prends un strongman, ou même un soulevé de terre, si j'ai des bras longs, ce que Rudy Koya, que tu as fait venir, appelle ici un gorille, c'est plus propice pour aller chercher des charges basses. J'ai moins besoin de fléchir, donc ça va être plus facile. Si je dois développer cette charge au-dessus, pour le coup, un morphotype type dinosaure, comme dirait Rudy, bah, c'est plus facile parce que j'ai les bras plus courts, donc la distance à parcourir est plus simple. Donc pour le coup, le gorille, il aime moins lever les bras, il aime bien les chercher en bas. C'est l'inverse du dinosaure. Voilà, c'est un petit parallèle. Ouais, non, là, ça y est, je pense que c'est bien clair, tu as bien vulgarisé, les gens qui nous écoutent comprennent maintenant vraiment ce que c'est. Alors du coup, concrètement, dans l'entraînement, qu'est-ce qu'on en fait, concrètement? Écoute, plein de choses. Pour ma part, en ce qui me concerne, donc moi je vois les gens, j'essaie d'envisager de regarder soit l'observable en vidéo un petit peu ce qu'ils font, soit en cabinet, pour essayer de comprendre le lien qu'il y a entre l'utilisation de la structure morpho-anatomique et les préférences d'équilibration, ce qu'on a appelé les préférences motrices. Et c'est un deal entre deux systèmes, c'est-à-dire que la structure musculo-articulaire, elle me permet ou pas d'aller dans certaines amplitudes avec des raideurs articulaires, avec une technique qui va impacter plus ou moins. Mais si mon système nerveux a une autre préférence qui est celle que la structure musculo-articulaire me permet de faire, eh ben, il va falloir que les deux dealent en parallèle. On reprend l'exemple de la Formule 1. Tu as une voiture, Lewis Hamilton, quand il rentre dans sa Formule 1, on va dire que Lewis Hamilton, c'est le système nerveux, la voiture, la structure musculo-articulaire. S'il change de voiture et qu'il prend une R5, on a le même système nerveux. En revanche, la structure n'est pas du tout la même. Donc s'il utilise sa R5 comme ça, F1, il va y avoir casse. Et ben c'est la même chose. Pour une structure musculo-articulaire, si je mobilise mon articulation, mais à l'excès de ce que mon articulation, ma structure me permet de faire, je risque de me blesser. Donc il faut essayer de voir quelles sont les limitations articulaires, adapter l'entraînement et voir les lésions ou les blessures qui ont pu apparaître si elles découlent de ça. C'est intéressant ce que tu dis. Je renvoie les gens qui nous écoutent à l'épisode précédent où on rappelait la nécessité d'éviter d'enfermer les gens dans des cases, en tout cas dans des cases trop hermétiques, trop fermées. Ouais. Voilà, qu'on les mette à un moment donné dans une case pour bien comprendre, c'est parfois nécessaire sur le plan théorique, mais il faut faire attention à ne pas les y laisser. Non. Il y a un truc qui est encore pire que ça, c'est les forcer à rentrer dans une case. Ça, c'est probablement les déformer. Alors, tout le monde ne pense pas comme moi, comme nous. Je pense à un super auteur que j'adore par ailleurs, qui s'appelle Keith Starrett, qui est fantastique sur plein de contenus, mais en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur sa façon d'enseigner le squat, par exemple, parce que lui, il force tout le monde à aller vers un squat en torque externe extrême, avec même une trajectoire de genou, c'est même plus qu'un torque extrême, c'est un varus, avec une position des pieds systématiquement parallèle, peu ou prou, largeur de bassin un petit peu plus, qui lui convient très bien. Le mec a une mobilité hors du commun, au niveau de la hanche surtout, je pense naturelle et en plus entraînée, développée, surdéveloppée. Et évidemment, quand on voit les performeurs à très haut niveau en squat, on voit bien qu'il y a différentes stratégies, différentes positions, et qui renvoient principalement à ce que tu décris, quoi, des leviers mécaniques. À la fin, on est des leviers et des poulies. Tout à fait, c'est vraiment ça. Le danger du dogme ultime, si j'ose dire, alors voilà, l'idée c'est pas de tirer facilement sur quelqu'un, mais en fait, cette méthode-là d'avoir la technique idéale, eh ben, en fait, il va y avoir une sélection qui va se faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir les athlètes qui correspondent à sa morphologie, ou tout du moins à sa manière de fonctionner, et tous les autres vont rester sur le carreau. Mais ça, on a plein d'exemples comme ça. Si tu regardes Pat Etcheberry, qui faisait de la prépa physique au tennis dans les années 90, il mettait tout le monde sous les barres d'une certaine manière. Pareil, il y avait de la casse. Bollettieri en tennis, c'est la même chose. Voilà, ça ne veut pas dire que la technique n'est pas bonne. Seulement, la même chose à tout le monde, il y a un risque. Et ben nous, en posture, en motricité, c'est la même chose en fait. Il faut essayer de comprendre, non pas ce qui marche pour moi, mais comment l'athlète est fait et comment il deal avec ça en fait. Alors le danger du raccourci, je le prends tout de suite parce que tu connais ma sensibilité sur le sujet, c'est des gens qui ne sont pas formés aux techniques fondamentales et aux apprentissages de ces techniques fondamentales, vont sauter dans le pied joint dans le truc en disant chouette, il n'y a pas de technique alors. Hein, ma technique, c'est pas de technique. Non, attention, toutes ces approches-là, ces approches du mouvement très très fines, très pointues, d'abord, toi tu es posturologue, tu vois, donc il y a déjà une formation initiale
scientifiques lourdes, solides. Et nous, on est coach, kiné, professeur d'EPS, entraîneur, etc. Donc normalement, on a un bagage aussi technique qui va nous permettre de mettre toutes ces techniques au service de ce qu'on se dit là et de dire je vais choisir cette technique de squat ou cette technique de squat ou encore cette technique de squat. Ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas de technique. Non. Au contraire, ça légitime les fondements techniques pour prendre des décisions et arbitrer pour choisir la technique la plus adaptée à la personne. Voilà. Entendez bien ce qu'on vous dit. Ouais, c'est vraiment, j'aime pas ce terme, mais si on s'arrête à la structure musculo-squelettique, c'est une sorte de cartographie de l'individu avec ses limitations articulaires, ses leviers forts, ses leviers faibles. Et parmi le panel de techniques que je connais, laquelle potentiellement, avec laquelle il va être le plus susceptible de performer. C'est plus comme ça, effectivement, qu'il faut le voir. La technique, c'est fondamental, bien évidemment. Et ça, là-dessus, voilà, c'est plus, ok, mon athlète, il fonctionne comme ça. Qu'est-ce que je peux lui proposer parmi tous l'échantillon de techniques, parmi toutes les manières qu'on a de soulever une charge, quelle qu'elle soit, kettlebell, barre ou halter, pour pouvoir aboutir au résultat qui est avant tout l'objectif final. Il n'y a pas de secret. Pour avoir des options et pour appliquer concrètement les prescriptions qu'on va détecter par ces techniques-là, il faut avoir du choix, il faut avoir du répertoire gestuel, il faut avoir des options, il faut être un expert. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Et les experts, alors en poids et haltères, moi j'aime bien rendre à César ce qui est à César et j'aime bien pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tu sais, parce que avec les tendances fonctionnelles, par exemple, il y a des grands oubliés et qui sont mis vraiment à la poubelle sur le plan de l'entraînement, c'est les culturistes. Alors moi j'ai un héritage culturiste aussi, de la force athlétique, du culturisme. Non pas en tant que pratiquant, mais en tant qu'exposition, parce que tu sais que j'étais notamment formé par Fred Monpeau, parmi d'autres, en nom à Fredo, ce qui est à Fredo. Et aujourd'hui, c'est vrai que les culturistes sont un petit peu laissés sur le bûcher de l'entraînement fonctionnel en disant bon, ça c'était avant, quoi. Non, ouais, effectivement, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours une passion pour le culturisme aussi. Alors c'est vrai que maintenant on peut en parler, il y a 20 ans de ça, il fallait presque se cacher quand on disait qu'on aimait le culturisme, etc. parce que c'était véhiculé de plein d'idées fausses. La force qu'ont les culturistes, c'est qu'ils sont en capacité, ils adorent travailler le local pour après faire du global. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à voir, quand ils travaillent l'exemple d'un squat, si on reprend notre exemple de squat, il y a différents leviers, donc différents muscles qui interviennent, mais pourtant à charge égale, avec une force, un niveau de force égal, et ben, il y en a qui en travaillant le squat vont prendre des quadriceps, d'autres ils vont prendre des fessiers. Donc si on s'acharne en disant je vais mettre plus lourd pour prendre aussi du fessier ou du squat, on fait fausse route en fait. Le cerveau a priori a une préférence pour dans une chaîne musculaire globale via différents paramètres pour aller chercher tel ou tel muscle. Et du coup, les culturistes, eux, ont développé plein d'exercices pour faire de l'isolation et être en capacité, quand ils détectaient ce qu'ils estimaient être un muscle faible ou asymétrique par rapport aux autres, à essayer de le développer en fait un peu plus et d'équilibrer la structure. Donc la morphoanatomie, elle a vraiment fait sens et elle a explosé dans le milieu de la musculation, mais elle est encore très peu usitée, voire quasiment pas, en prophylaxie des blessures. Dans les autres sports, que ce soit foot, tennis, etc., on ne s'interroge pas sur cette question de levier morpho-anatomique. On s'interroge en muscu, mais c'est tout. Ouais, de la même manière qu'avec Lilian Lacourpaille, on a abordé les fonctionnements intermusculaires, mais
pour les gens lambda intramusculaires, en fait. Qu'est-ce qui se passe au sein des muscles, du complexe des muscles quadriceps? Comment, par exemple, hein, comment les différents faisceaux interagissent entre eux et comment on les met au service du mouvement. Bon. C'est une approche locale, analytique, pointue. On a parlé avec Rudy à plusieurs reprises de l'apport de la musculation naturelle, comme il la prône, parce que le culturisme a d'autres ombres qui posent problème pour nous au niveau éthique, hein, évidemment. Et donc c'est important aussi de dire ça. Mais on a pris ces problématiques d'entraînement localisé aussi très très au sérieux plusieurs fois dans ce podcast. Et c'est pas parce qu'on a une tendance fonctionnelle ici, vous savez, mon héritage Strong First aussi, et des sports de force en général, et évidemment de l'haltérophilie. Ça n'exclut rien, ça n'exclut rien. C'est pas parce qu'on descend vers de l'analytique depuis le général qu'on ne peut pas remonter de l'analytique au général quand ça fait sens, quand c'est nécessaire, quand ça permet de mieux comprendre le mouvement, de mieux l'alimenter. À la fin, être fort dans une frappe ou dans une répulsion ou dans un développé horizontal des bras, c'est être fort en triceps, fort en pec et fort en deltoïde. Hein, à un moment donné, et si ça sature en développé couché, en kettlebell press ou même en jeté à un moment donné, peut-être qu'il y a un des maillons de la chaîne qui est défaillant et peut-être qu'il a été rendu défaillant par des spécificités morpho-anatomiques qu'on aurait peut-être pu détecter. Exactement, oui. Ce qu'on retrouve souvent, enfin moi pour ma part, ce que je vois souvent en cabinet, parmi les athlètes qui sont suivis, c'est qu'ils ont, alors certes des programmes qui sont individualisés, c'est-à-dire qu'ils font cet exercice tel type ou tel autre, mais dans lequel on ne tient pas compte de leur spécificité morpho-anatomique. Je prends l'exemple par exemple d'un gars qui faisait du MMA, il voulait travailler énormément ses frappes, et du coup, il avait pour le coup, lui, vraiment une structure qui était un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'il avait un long fémur, un tronc qui était relativement court, et son coach le mettait tout le temps alors à faire soit des demi-squats, soit des squats complets, etc. Et ça lui demandait une énergie folle. Et ça le faire rentrer dans une case. Exactement, ça le rendait dingue parce qu'au contraire, plus il était mis en difficulté avec la barre, il était pourtant très puissant, mais plus il était mis en difficulté, et plus justement, il perdait confiance. Et Dieu sait si dans les sports de combat, et notamment le MMA, il faut avoir cette capacité. Et oui. Bien sûr. Donc c'est vraiment très important d'arriver à identifier cette manière préférentielle de fonctionner en termes de structure. Et comme vous êtes des experts, vous avez plein d'options. Peut-être même une infinité d'options qui reposent sur des champs techniques hyper variés. Prenez le champ technique de l'haltérophilie. On n'a pas dit qu'il fallait que tout le monde fasse de l'épaulé jeté et de l'arraché flexion olympique. Ok, ouais, c'est le mouvement olympique, la discipline reine de puissance, poids et haltère compétitif. Très bien. Mais peut-être que pour tout un tas de gens qui n'ont pas les capacités, en tout cas les prédispositions morpho-anatomiques, ni l'utilité mécanique dans leur discipline et dans leur finalité de se glisser sous une charge après une triple extension, peut-être qu'un simple tirage bras d'épaulé peut suffire. Et je suis convaincu que pour l'immense majorité des sports, en vérité, un tirage bras d'épaulé à puissance maximale, triple extension suivi d'un tirage du haut du corps, ça y est, on coche toutes les cases. Bien sûr, ouais, non, tout à fait. Et donc, le courant ultra fonctionnel, aujourd'hui, essaye de faire rentrer tout le monde dans la case. Non, t'arraches, tu par terre. Ou pas, il y a ça, et il y a plein d'autres options. Toi, concrètement, comment tu procèdes? Alors évidemment, j'imagine qu'il y a tout un tas de batteries de tests et d'évaluations assez fines, mais comment globalement tu procèdes pour observer, établir les bases mécaniques courtes, longues? D'accord. En fait, moi, clairement, quand je reçois un patient en cabinet ou si je me déplace in situ, je lui demande d'abord de bouger dans son activité. Donc, soit si c'est au cabinet, il me montre des vidéos, parce que je n'ai pas forcément à disposition un terrain de tennis ou des barres de muscu. Soit si c'est in situ, j'essaie de le mettre dans des mouvements qui se rapprochent. Donc, l'approche fondamentale est dynamique. Ouais, dynamique. Dans un premier temps, d'abord, montre-moi comment tu bouges. On part du mouvement. Voilà, exactement. On part du mouvement. Parce que c'est le mouvement qui nourrit l'action. Donc, montre-moi comment tu bouges. Au début, j'essaie de ne pas me fermer. Je remarque des choses. Parce qu'en 3-4 minutes, quand on voit quelqu'un bouger, on voit des choses qui se dégagent. Mais j'essaie de ne pas avoir le regard parasité par ça.
Donc je regarde un petit peu comment il bouge. Et après, effectivement, je fais du local, je fais du détail et j'observe tout simplement de face, de dos, de profil. Je lui demande de se mettre sur une seule jambe, je lui demande de s'asseoir, de se lever, il porte une charge, même des fois j'ai un manche à balai tout simplement. Je lui dis vas-y montre-moi voir, il rigole parce que les gars ils ont l'habitude de manipuler des charges plus lourdes, mais je lui dis déjà montre-moi avec ton manche à balai. Équilibre-toi. Et j'essaye parfois, si je ne vois pas de zone déterminante, de le fatiguer un petit peu et de voir du coup un petit peu comment il continue à dealer avec cette gravité. Et ensuite, je vais chercher le lien qu'il peut y avoir avec l'expression des préférences motrices et voir comment ces deux systèmes cohabitent ensemble, en fait. La structure osseuse avec les préférences de mon système nerveux. Intéressant. Est-ce que tu objectivises certaines observations ou est-ce que l'expérience fait que tu arrives à immédiatement classifier les gens en fémur court, long, pour prendre un exemple? Yes. Tu vois, en performance mécanique, on sait, ceux qui ont suivi le webinaire par exemple sur la puissance ou sur la force savent que pour évaluer les profils force-vitesse, aujourd'hui, il est indispensable de mesurer les leviers d'expression de puissance, d'expression de force, sur une triple extension, sur un saut vertical évidemment. On parle de la longueur de jambe en position d'arrivée et en position de départ, parce que entre deux sportifs qui sautent et touchent à la même hauteur, il y en a un qui est plus puissant que l'autre, tu le rappelais en introduction, c'est forcément celui qui pour le coup est pénalisé au niveau des fémurs, parce qu'il va être obligé de générer plus de puissance pour atteindre la même hauteur. Ouais, exactement. Donc, ouais, non, ça c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour moi. C'est toujours essayer de se rapprocher. Alors là, tu prenais l'exemple du saut, du mouvement. L'idée, c'est voilà, j'ai un sport. Quels sont les mouvements qui vont me permettre de performer dans ce sport? Ok, j'identifie 3, 4, 5 mouvements types qui sont répétés plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fois parfois durant le sport. Ok, quels sont dans ce mouvement-là les zones qui sont les liens dans la structure de mon sportif qui sont propices à la performance et quels sont potentiellement les liens dans la structure de mon sportif qui sont propices, blessure je ne sais pas, mais tout de moins à la diminution de cette performance. Et en fonction de ça, on essaye de voir soit d'adapter la technique du mouvement, on en parlait tout à l'heure, peut-être modifier certains paramètres, soit travailler sur une modification, essayer de faire en sorte qu'il le réduise un petit peu dans l'amplitude ou qu'il l'augmente, travailler sur ses préférences motrices quand il y a lieu de le faire. Voilà, c'est vraiment un ensemble, mais toujours se dire, voilà, les mouvements pour performer au tennis, il y a coup droit, revers, smash, très bien. Quelles sont mes zones fortes, mes zones faibles? Si je reprends l'exemple du tennis, tu as par exemple, on va prendre deux tennisman de niveau égal, professionnel, tu as Federer qui a un physique relativement équilibré, qui est certes élancé, et tu as un Raonic. Raonic, c'est quelqu'un qui a un segment bas très long, c'est-à-dire des longs fémurs et des longs tibias, et un tronc court. Du coup, même s'il a besoin de fléchir, c'est-à-dire que si la balle est à la même hauteur, ça va être plus contraignant pour lui. Donc si dans le tennis, on a des stats maintenant dans les sports à très haut niveau, on peut savoir que, par exemple dans le foot, tu sais qu'il y a 200 actions motrices à générer à pleine puissance, et qu'il faut entre 8 à 12 bornes par match. On arrive à identifier potentiellement quels mouvements vont être faits et quelle est la répétition. Donc on essaie d'adapter au maximum le mouvement autant que possible, dans la mesure du possible, et puis on essaye aussi de travailler sur des ajustements. Des fois, après, encore une fois, c'est l'environnement qui est propice et du coup, qui parle, qui dirige. Et des fois, c'est plus difficile que d'autres, mais il faut toujours essayer de dealer, en fait, de mettre une sorte de pot commun et d'arriver à faire en sorte de diminuer les contraintes quand c'est possible et puis de majorer certains mouvements. Ouais, encore une fois, un outil parmi d'autres, ouais, d'aide à la décision, d'aide à l'analyse, d'aide à la compréhension du sportif dont on a la charge, d'aide à l'individualisation. Yes. Merci d'être venu une nouvelle fois partager avec nous et éveiller les gens qui nous écoutent à ces problématiques-là. N'hésitez pas, je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu peux nous rappeler tes comptes sur Instagram? Alors sur Instagram, c'est sportpostureconseil.fr. Sur LinkedIn, Mathieu Toulza, tout simplement, mon nom et mon prénom, avec des posts réguliers sur les préférences motrices, la morphoanatomie et le lien qu'il y a entre les deux, en reprenant des exemples de sportifs qui performent, du foot, du tennis, sport de force, il y a de tout. Génial, merci de nous avoir suivis. Merci. Vous nous avez peut-être écouté sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur Google Podcast en audio. Vous avez peut-être regardé sur YouTube ou sur mon site. Sachez qu'il y a plein d'épisodes en plus qui vous attendent sur le e-campus de Transfert. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.